Qu'est-ce qu'un scientifique? Est-ce celui qui porte une blouse blanche et qui fait autorité? Quelle légitimité? Pourquoi doit-on se méfier quand on entend c'est prouvé scientifiquement, ou des études scientifiques le prouvent, et en même temps ne pas verser dans le complotisme, et penser que les scientifiques se trompent sans cesse ou ne produisent que des hypothèses, comme le cas de la négation de la théorie de l'évolution par certains. Aujourd'hui, il y a une certaine méfiance à l'égard des scientifiques. On croit que les connaissances ne sont que des croyances particulières d'une communauté. Pourquoi donc croire dans les résultats de la science? Voilà une question un peu bizarre, car la science bannit la croyance car elle s'appuie sur des démonstrations. Mais, ceux qui ne sont pas scientifiques, ou les scientifiques d'autres domaines que celui concerné, sont obligés de croire dans les résultats des études scientifiques car ils ne peuvent les pratiquer eux-mêmes. Pire, tout le monde se croit légitime à parler à la place du scientifique, c'est-à-dire développement d'un type de discours qui promeut des points de vue intuitifs et souvent erronés sur toutes sortes de sujets. Confiance dans son seul ressenti pour trancher des questions très complexes tout en reconnaissant ne rien y connaître. C'est ce qu'on appelle le démagogisme cognitif. C'est une nouvelle pathologie du savoir. Croire savoir alors même qu'on sait ne pas savoir. Nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Comment définir le scientifique aujourd'hui? Sur quoi repose notre croyance en le scientifique? Ces questions d'apparence anodine mobilisent tout un arsenal de concepts dont il est important de préciser les enjeux au regard de l'hyper-industrialisation de notre société. Un scientifique n'est ni une personne qu'on devrait croire sur parole ni se méfier systématiquement. Humilité des scientifiques d'un côté, l'arrogance et l'aplomb des non-sachants de l'autre. Le scientifique croit dans des axiomes ou dans des hypothèses. Quand un scientifique émet une hypothèse et veut la démontrer afin de convaincre ses pairs, il croit à une hypothèse à laquelle d'autres scientifiques ne croient pas. Ce décalage est la preuve que le domaine du savoir ne recoupe pas le domaine de la croyance. Quelque chose qui est su n'est pas cru, en amont et en aval du savoir. Il y a des objets de croyance. Quelle est la nature de ces objets? Comment les définir? Si la science est une activité de projection, une forme de sublimation, qu'est-ce alors que l'activité scientifique? Dans Vérité et Véracité, Bernard Williams soutient que notre société se trouve parcourue par deux courants de pensée contradictoires et associés. L'attachement ou la défiance à l'égard de la vérité. L'attachement à la véracité est le souci de ne pas se laisser tromper par les discours officiels ou par les apparences. La défiance à l'égard de la vérité existe-t-elle vraiment? Est-elle relative ou subjective? En fait, ils sont liés car un désir de vérité enclenche un processus critique généralisé, c'est-à-dire contribuer à affaiblir le crédit des scientifiques et universaliser la suspicion à l'égard des discours officiels. Un scientifique est un homme sérieux, fiable, qui cherche à être exempt de préjugés. Il a une volonté de savoir vraiment. La science exige un ardent désir de savoir comment les choses sont réellement. Certains sont indifférents à la connaissance. D'autres préfèrent se fier à un dogme rassurant. La pente naturelle de l'homme est de nier, de s'arranger, de biaiser la réalité, plutôt que de s'y confronter. Cette volonté de savoir vraiment départage la science d'activités qui ont des finalités différentes, telles que légiférer sur la société, enjoliver la réalité, donner de l'espoir, reproduire les traditions, prescrire des conduites, endoctriner les foules, véhiculer des opinions. Le terme volonté de savoir vraiment note le fait que cette volonté est double. C'est celle d'aller vers un savoir vrai cohérent et en adéquation avec la réalité, mais aussi de ne pas se leurrer, de ne pas s'en tenir à des croyances. Le scientifique se méfie, il réforme son esprit, critique vis-à-vis de lui-même. Il sait ce qu'il ne sait pas, c'est l'apostrophe-humilité. Il est différent de l'opinion, du dogme mais aussi du doute permanent. Le doute est un moyen, pas une fin en soi pour le scientifique. Exemple, c'est la volonté de savoir vraiment si la théorie des éléments d'Aristote, chaud, froid, sec, humide, était vraie qui a poussé le chimiste Lavoisier à les décomposer. Le scientifique ne prend pas pour argent comptant la tradition. Il n'a pas douté pour douter. Il s'efforce de prendre conscience de ses propres limites psychologiques.
Gaston Bachelard insiste sur la nécessité d'une rupture épistémologique et d'une psychanalyse de la connaissance ordinaire. Pour entrer dans une vision scientifique de la réalité, il faut en effet un effort particulier pour se plier à la discipline scientifique. Car la pensée humaine n'y est pas portée spontanément. Bien au contraire, le scientifique est courageux. Galilée aurait pu se contenter de l'idée évidente que le Soleil tourne autour de la Terre. Conclusion inverse du dogme scolastique et évidence empirique ordinaire. Commune. Les découvertes peuvent prendre du temps. Parfois toute une vie. Ténacité, persévérance et patience. Le scientifique souhaite faire savoir et partager ses découvertes, cela implique risque sacrifice. Or la recherche du savoir n'a pas toujours été portée socialement. Elle est interdite ou combattue socialement. Il y aurait une sorte d'éthique du scientifique. Transition. Ce courage à remettre en cause ce qu'on croit est illustré dans l'allégorie de la caverne, mais il est aussi pris pour un fou. À juste titre, oui, mais il est aussi un peu fou. Invention, créativité, expérience de pensée et imagination. Il est détaché des préoccupations pratiques. Il n'est pas dans l'action et la pratique, il est plutôt dans la réflexion et la théorie. On l'imagine loin des préoccupations de la vie quotidienne. Exemple, dans un labo sale et encombré, Alexander Fleming découvrit la pénicilline. Le scientifique élabore des théories. Pour cela doit se détacher de l'observation. Il doit imaginer ce qui permettrait de rendre raison des observations. Cela requiert beaucoup d'imagination, de création, science proche de l'art. Il est mystérieux. On ne sait pas très bien comment il fait. Il apparaît comme une sorte de génie. Comment viennent les idées aux scientifiques? Einstein avec hasard, rencontre et connaissance. La pensée est de l'imaginaire refroidi. Expérience de pensée voire expériences oniriques. Galilée, pour élaborer loi de la chute des corps, doit remettre en cause les évidences et imaginer ce qui n'existe pas, le vide qu'il ne peut expérimenter, qu'il ne sait pas exister. Mais le scientifique n'invente pas en partant de rien. Les théories scientifiques progressent par ajout ou correction successives, comme la loi de la gravitation qui part d'Aristote à Newton en passant par Galilée et Kepler. La question se pose alors de savoir comment un scientifique à prétention universelle peut se fonder sur l'évidence pour une conscience singulière. D'autant que les sens sont trompeurs. Autrement dit, le témoignage, le simple récit ne suffit pas à emporter l'adhésion. C'est pour résoudre ce problème que les philosophes naturels du XVIIe siècle se sont attachés à donner leur méthode. À commencer par Descartes lui-même avec ses règles pour la direction de l'esprit. C'est en expliquant comment ils sont parvenus à leurs évidences, à leurs idées claires et distinctes, que leurs lecteurs pourront s'en convaincre en suivant les mêmes règles, sinon parvenir eux-mêmes à en trouver de nouvelles. La méthode est constitutive d'une intersubjectivité. Il faut donc montrer que le scientifique d'aujourd'hui constitue l'homme de la culture bourgeoise par excellence, qui justifie sa domination quelle que soit l'époque et l'importance sociale relative de la classe bourgeoise. La maîtrise et la possession qui pérennisent cette maîtrise et donnent le droit d'en user et d'en abuser. Qui identifie l'objet au sujet sur le modèle très primitif, sinon régressif, de l'incorporation. Et pourtant, le sujet et l'objet restent non connexes. D'où la nécessité de rappeler autrement leurs liens. On prétend que Galilée s'est allié avec les aristocrates et les marchands et a créé une division entre haute culture et basse culture. La culture du peuple méprisée est combattue par la culture des élites. Galilée aurait en effet insisté sur le fait que la nouvelle science serait inappropriée au vulgaire, quand il est vraisemblable qu'il a dit inaccessible. Le vulgaire signifiant alors non pas le peuple mais le profane. Le mépris pour le troupeau inférieur du peuple était endémique dans la culture des Lumières.